Joseph Nyolonfon est fait commandeur de l'ordre du mérite du Niger et le médiateur de la République du Bénin a présenté sa distinction à ses compatriotes par voie de presse. Voilà pour le sommaire. Merci de rester avec nous pour le développement. Il y a quelques jours, un important câble de la SBEE a pété dans le plateau, notamment à Onigbolo. Des travaux ont été aussitôt engagés pour remédier aux dégâts. Les travaux évoluent normalement, c'est le constat fait par une délégation ce dimanche. La délégation est conduite par le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE, descendu donc sur les lieux avec les responsables de la CEB. Jérôme Humbo pour les détails. En début du mois de mai 2017, ce transformateur de 161 kV de la CEB à Onigbolo dans le département du Plateau a connu un défaut, plongeant ainsi les populations de Koubé, Kétou et la cimenterie de la localité dans le noir. Nous avons eu un défaut sur le transformateur et nous pouvons dire que ce transformateur a connu une avarie et il va falloir normalement le remplacer parce que c'est une installation lourde et qui ne sera pas facile à réparer sur le site. Mais la Société béninoise d'énergie électrique a dû recourir aux grands moyens de l'État pour alimenter tous les ménages concernés de façon provisoire. Nous avons fait déplacer des groupes électrogènes loués par l'État, le gouvernement, qui sont à Vedoko. Et nous avons implanté ici 6 MW. Depuis le 6, nous sommes en train de produire en continu et les populations de Sakété, Pobé sont réalimentées depuis le 6. Par cette main forte, la SBEE a apporté à la CEB toute son équipe et le matériel nécessaire à la rénovation du transformateur ici au nouveau poste de la CEB. À partir de ce soir déjà, l'usine de Lafarge qui n'avait pas du tout du courant de la CEB sera alimentée. Avec une puissance d'à peu près 6 MW, nous sommes en mesure de lui fournir les 6 MW et en même temps d'alimenter la ville de Kétou et la ville de Pobé étant déjà sur les groupes de la SBE. Aujourd'hui, c'est pour leur dire que nous travaillons toujours pour que d'ici la semaine prochaine, que les difficultés de la clientèle seront complètement résorbées pour ce qui concerne la panne. Une panne que les autorités de la SBEE ont tout fait de contenir. Et puis, bonne nouvelle pour la SBEE, de meilleur lendemain pour la société. L'État renonce à ses créances vis-à-vis de la Société béninoise d'énergie électrique et entend procéder au recrutement d'un cabinet conseil pour sa gestion efficiente. Le ministre d'État chargé du plan et du développement et son homologue de l'énergie ont animé hier une conférence de presse à cet effet à Cotonou. On retrouve Jérôme Moubo. Dans le programme d'action du gouvernement, les questions relatives à l'énergie sont d'une importance capitale. Dès le 6 avril 2016, la priorité des priorités a été de résoudre ce problème. D'abord, en finir avec le délestage. Et vous êtes assez témoin pour savoir tous les efforts qui ont été faits dans ce domaine, les résultats auxquels nous sommes arrivés. Mais on ne s'en arrête pas là. Voilà pourquoi, au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a levé un coin de voile sur l'une des 4 déclinaisons de ce domaine, la restructuration de la Société béninoise d'énergie électrique. Le Conseil des ministres a décidé de renoncer à des créances de l'État sur la SB2E. Mais il s'agira aussi d'apurer les dettes et les créances, d'effacer ces dettes de la SBE envers l'État et d'installer des compteurs à prépaiement et de payer régulièrement des consommations d'électricité des structures de l'administration publique et des collectivités locales par anticipation et de mettre en place un contrat de gestion délégué de la SBE. Il s'agit notamment de contribuer à asseoir une société d'énergie digne du Bénin révélé, d'assainir la situation financière de cette société d'État et de mettre en œuvre un contrat de gestion. Dans leur curiosité, les journalistes présents ont cherché à savoir, entre autres, s'il ne s'agit pas d'une privatisation. Aujourd'hui, je vous parle de gestion déléguée. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un engagement contractuel par lequel une entité privée prend la responsabilité de la gestion d'une entreprise publique, mais l'entreprise restant toujours publique, dans les mains de l'État. Mais il y a un certain nombre de critères, d'indicateurs de performance
que ce gestionnaire délégué doit atteindre et qui va correspondre à la rémunération qu'on va lui donner. Donc, une gestion déléguée, ce n'est pas une privatisation. Je voudrais dire que les perspectives sont bonnes et c'est ça qui est plus important pour le client de la SBE. Cette importante décision du gouvernement va impacter à court terme le quotidien des Béninois. Le ministre de l'Enseignement supérieur était également hier face à la presse. Cette sortie fait suite à la récente polémique née de la décision du gouvernement d'organiser pour l'année académique 2016-2017 des examens nationaux en licence et master. Le compte rendu du point de presse est avec Brice Chibozo, Evrad Anani et Rachidat Biomama. Les examens nationaux en licence et master auront bel et bien lieu cette année. Ils ne sont ni contraires aux tests en vigueur, ni incompatibles avec l'appartenance au CAMES. Ce sont les clarifications apportées par le ministre Marie-Odile Tanasso à l'occasion de ce point de presse. Les examens auront lieu cette année en août 2017. La deuxième édition se fera en 2018 et la dernière édition en 2019. C'est seulement lorsque l'État n'organise pas d'examen national que le mécanisme de reconnaissance des diplômes délivrés par les EPES, à savoir la co-signature, entre en vigueur. Le titre du décret 2010-297 est clair à ce propos. Partant de là, il ne s'agit donc pas d'une décision discriminatoire. Elle relève plutôt de la nouvelle vision du gouvernement qui tente à assainir le secteur afin d'assurer aux étudiants une éducation de qualité. Je voudrais rassurer les promoteurs, encore réticents, les parents d'étudiants et les étudiantes, que les examens nationaux offrent une historique opportunité et une chance pour la formation de ressources humaines de qualité pour un développement harmonieux et durable au Bénin. C'est pourquoi j'appelle vivement tous les promoteurs privés d'établissements d'enseignement supérieur à rentrer dans le processus d'homologation de leur établissement. Face à la presse, Marie-Odile Tanasso n'a pas manqué de rappeler les avantages de l'organisation des examens nationaux. Ceux-ci se feront dans une période transitoire de 3 ans, au cours de laquelle les établissements privés d'enseignement supérieur devront se mettre en règle vis-à-vis des textes. Restons dans le domaine de l'éducation pour remarquer que parents et enseignants se préoccupent du niveau des apprenants. Pour jauger leur niveau, un concours scolaire a été organisé pour susciter le goût de l'excellence chez les écoliers. Jean-Claude James et Patrick Benou ont suivi la finale. Leur talent artistique est un fait, mais leur bagage intellectuel reste la priorité pour les parents et enseignants. À travers ce concours scolaire, le niveau de ces écoliers a été jaugé dans les catégories mathématiques, dictée, conte, poésie et lecture. Je suis contente d'avoir gagné. Chers amis, je vous invite à beaucoup lire. Je suis le premier de la catégorie mathématiques. Je suis très contente d'avoir été le premier de cette catégorie. J'ai composé pour le conte. J'ai beaucoup appris. Je suis très contente d'avoir participé. Je voudrais dire merci à tous les parents qui sont venus, à tous les maîtres et maîtresses qui ont fait ce déplacement. Cultiver l'excellence au cours primaire, c'est tout l'enjeu de cette initiative. J'ai créé cette initiative en vue de jauger leur niveau. Il faut qu'on se lève. Sinon, nous allons récolter de mauvais résultats demain. À savoir ce qui se passe sur les WhatsApp, les Facebook, les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas sûrs que l'avenir du Bénin soit meilleur, soit rassurant et soit radieux. Or, ce sont ces enfants d'aujourd'hui qui vont gouverner notre pays demain. Et si les grandes nations choisissent aujourd'hui des jeunes pour conduire les affaires publiques, il s'agit indéniablement des jeunes qui ont fait preuve d'excellence à tout point de vue.
La saison des pluies donne l'espoir d'une bonne récolte aux agriculteurs, mais pour notre santé, elle annonce la prolifération de nombreux microbes et parasites. À Cotonou, le manque d'assainissement et l'insalubrité du cadre de vie exposent aux maladies diarrhéiques. Angela Kpeja et Dine Bouraïman pour les conseils utiles. Cotonou a repris depuis peu ses couleurs des temps de pluie. Flaques d'eau par ici, tas d'immondices ou déchets ménagers par là, les plus heureux dans cet environnement malsain sont les parasites et les larves de moustiques. Ces micro-organismes prolifèrent et exposent à différentes pathologies. La première maladie à craindre pendant cette période est bien évidemment le paludisme, mais également les maladies diarrhéiques, au premier rang desquelles nous allons parler du choléra qui sévit régulièrement à Cotonou. En dehors du choléra, il y a les shigelloses qui sont également au niveau du tube digestif. Nous avons les amibiases intestinales qui peuvent provoquer également des diarrhées, mais ce n'est pas sur le même type que le choléra. Il s'agit des besoins fréquents d'aller à la selle, mais en réalité, quand on y va, on n'arrive pas à déféquer et on peut saigner par l'anus. Les enfants et les femmes enceintes sont les plus vulnérables au paludisme. Si l'on y prend garde, les décès pour anémie se comptent par centaines en période de pluie. Quand un enfant commence à chauffer, à faire de la fièvre, il faut automatiquement aller à l'hôpital. Au lieu de dire, on va lui donner du paracétamol d'abord pour voir comment ça va se passer. Parce qu'en faisant ça, c'est qu'on laisse le paludisme s'aggraver. Et quand on arrive à l'hôpital, on est obligé de transfuser ce patient parce que l'anémie s'est aggravée. Occasion donc pour exhorter les populations à aider les professionnels de la transfusion sanguine à juguler une éventuelle crise de pénurie de produits sanguins. Ceux-là qui nous aident à avoir assez de poches, les élèves et les étudiants sont presque dans la période des examens. Et il est difficile de les avoir pour qu'ils puissent donner le sang. Surtout quand on serait en juin, juillet, où carrément les écoles sont fermées, les établissements sont fermés. Donc d'un côté, nous avons le nombre de demandes qui augmente et de l'autre côté, nous n'arrivons pas à nous approvisionner en quantité par rapport au nombre de poches. Donc les donneurs deviennent rares pendant cette période. C'est une période qui va durer jusqu'à mi-août. Donc pendant toute cette période, que tous ceux qui peuvent donner le sang puissent venir donner. Cependant, il est préférable de dormir sous moustiquaire imprégnée à longue durée pour prévenir les complications du paludisme. Autre précaution à prendre pour éviter le choléra, c'est l'hygiène. En général, c'est de maintenir l'environnement propre, c'est de ne pas déféquer à l'air libre, c'est d'utiliser les latrines. Et nous allons également inviter les populations qui sont dans les zones marécageuses à faire la vidange de leurs fosses septiques maintenant pour éviter que lorsqu'on va rentrer en période de grosse pluie et qu'il y aura des inondations, que les fosses septiques ne viennent pas contaminer l'eau de boisson et tout ce qui va avec. Nous sommes dans la saison des mangues et je sais que les gens aiment beaucoup ce fruit. Mais au-delà des mangues, il faut prendre la précaution de laver correctement à l'eau et au savon toutes les crudités qu'on va manger, donc en particulier les fruits. Préférez par ces temps-ci les repas chauds, parce que quand le repas est passé par la chaleur, en général, le microbe responsable du choléra a été détruit. Le lavage des mains à l'eau et au savon avant le repas et après les selles doit être de rigueur en ce moment. De la santé à l'alimentation, des difficultés pour les boulangeries à s'approvisionner en farine de blé au Bénin. La situation a une influence sur la fabrication du pain et le produit se fait de plus en plus rare. Koudous Abdoulaye est allé faire le constat. Magasin vide, juste un seul sac de farine de blé. Pour tourner cette boulangerie de capacité, 5 sacs par jour. Vous trouvez un seul sac de farine de blé pour une production de combien de jours, je ne sais pas encore. Mais un seul sac de farine ne peut rien faire aujourd'hui. Ça tourne au ralenti dans cette boulangerie, au rayon vide. Ici, juste le minimum pour satisfaire la clientèle. Il y a les longues files d'attente, ils attendent 3 avant de prendre une petite quantité de pain. Est-ce que le prix a augmenté?
Le prix n'a pas augmenté, le prix c'est toujours le même. Ça fait même aussi qu'au niveau de la comptabilité, ça agit vraiment sur nous. La comptabilité souffre à l'image de ses clients qui se bousculent pour se procurer le pain. Un constat de Koudous Abdoulaye présenté par Blaise à Dankpo. La farine de blé se fait donc rare au Bénin. C'est une difficulté ressentie donc par les boulangers qui ont du mal à faire tourner leur boulangerie. Le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries et pâtisseries du Bénin explique et sollicite l'intervention des autorités du pays. On l'écoute. Suite à la rareté de la farine de blé sur le marché, nous notons une flambée progressive du prix de la farine de blé qui est passé de 16 500 francs CFA à 30 000 francs CFA en l'espace de 3 semaines. C'est un fait. En tout cas, l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie n'a pas la solution magique pour régler le problème. Mais face à cet état de choses, nous pensons qu'il est important que le pouvoir central prenne la parole sur le sujet parce que nous avons investigué et nous arrivons à la conclusion que cet état de choses n'est pas dû aux acteurs que nous sommes, boulangerie, pâtisserie, mais n'est pas également dû en fait au pouvoir central, notamment notre tutelle, n'est pas dû au ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais il semble qu'il s'agisse d'une grève, dans un port de transbordement en Europe qui explique cet état de choses. Et donc il faudrait que des voies autorisées interpellent ces compagnies maritimes, même s'ils sont privés, afin d'identifier les diligences que ces compagnies sont en train de mettre en branle pour honorer leurs engagements en termes de délai de livraison sur le port de Cotonou. Par ailleurs, quand nous ne sommes pas en situation de crise ou de flambée de prix, le moulin et les importateurs fixent toujours leur prix dans une logique en fait de garantir leurs intérêts et d'avoir une certaine rentabilité, ce qui est absolument légitime. Mais quand nous rentrons en situation de crise, quand le prix passe de 16 500 à 30 000, ils vous diront non, nous avons respecté nos prix à l'endroit des grossistes, ce sont eux qui font la flambée de prix. Et c'est là où c'est un peu dommage pour nous, puisqu'à l'arrivée, c'est nous qui décaissons chaque fois pour les achats. Et donc on mérite en fait d'être un peu plus protégés. Une distinction pour le médiateur de la République. Joseph Nyolonfou est reçu dans l'ordre du mérite du Niger au grade de commandeur. Le récipiendaire a présenté la dite distinction à la presse béninoise en fin de semaine écoulée. Guillaume Avienou et Patrick Nimavo pour le point. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin, reçu dans l'ordre du mérite du Niger. À la faveur de la récente rencontre des médiateurs de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Niamey, les autorités nigériennes l'ont porté au grade de commandeur de l'ordre du mérite du pays. J'ai eu cette décoration-là pour les travailleurs du médiateur de la République ici au Bénin. Donc je ne pouvais pas en jouir tout seul. J'ai dit, bon, je vais partager l'information et avec mes collaborateurs, et c'est ce que je viens de faire. Le mérite de cette distinction du médiateur de la République revient au personnel de l'institution, rappelle le récipiendaire. Elle sonne comme une reconnaissance des efforts de ce personnel et une invite à plus d'abnégation. Je vous l'annonçais également en titre. Le corps inanimé d'une femme a été retrouvé hier dans un quartier du 2e arrondissement de Parakou. Informés de la situation, les autorités politico-administratives, la police et le médecin légiste se sont dépêchés sur les lieux. Constat de Shamstine Baghiri et Kadnel Kakou. Le corps d'une jeune femme sans vie, la trentaine environ, gisant dans les herbes, a été découvert près de la clôture du CEG Hubert Maga de Parakou. La victime ne semble porter aucune blessure. Informé de la situation, le chef du 2e arrondissement, la police et le médecin légiste se sont rendus sur les lieux. Une jeune dame dont le corps a été retrouvé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas pu identifier les parents de la victime. Nous n'avons pas identifié également la victime, puisque avec ce monde-là, personne n'a reconnu la femme. Alors le commissaire est déjà informé, le procureur aussi est déjà avisé. Nous venons d'amener le docteur spécialiste en la matière qui est venu faire le constat. Maintenant le corps
est maintenant transféré vers la morgue pour la suite des enquêtes. Selon le médecin légiste, seule l'autopsie peut déterminer les véritables causes de la mort de cette femme. Mais en attendant, le chef du 2e arrondissement de Parakou lance un appel aux populations. Ce que je veux demander à nos soeurs, à nos frères, à nos enfants, de savoir circuler, de savoir là où aller. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Avec l'insécurité grandissante, en tout cas, que Dieu nous sauve. À une certaine heure, il y a des voies qu'on ne doit pas emprunter. Il y a des voies douteuses. Je demande à nos soeurs, nos femmes, nos mamans, qui sortent à n'importe quelle heure, de savoir où passer, de savoir où aller. À chacun de faire preuve de prudence. Moussa Saka est allé offrir ce samedi un ensemble d'équipements de football à l'ASFA, l'association sportive de football d'Adjara. Un don d'équipement qui vient à point nommé car la formation prend part au prochain championnat national de football et accueille donc ce don comme une bouffée d'oxygène. Guillaume Avienou. Une séance d'entraînement de l'ASFA, l'association sportive de football d'Adjara. L'annonce de la reprise imminente du championnat national semble avoir ragaillardi supporters et joueurs ici. Une annonce renforcée ce samedi par cette remise d'équipements de football au profit de l'ASFA, un don de Moussa Saka, un natif de la localité passionné de foot. Lorsqu'on assiste quelqu'un qui est en difficulté, il mesure la grandeur du geste de l'assistant. Nous mesurons à sa juste valeur le geste que vous faites en ce moment précis. Moussa Saka est connu dans la commune d'Adjara pour son soutien à la jeunesse, surtout dans le domaine du football. Un soutien à la suite de son feu père, El Hadj Saka à Ricochet. Les championnats vont être lancés bientôt. Et pour cela, j'ai le devoir de mettre en jambe l'équipe ASFA d'Adjara pour qu'elle puisse aborder dans de très bonnes conditions ce championnat. Officiellement, le championnat national de football professionnel démarre en juin prochain. À Adjara, on déclare avoir des arguments à faire valoir. Et puis le maire du Havre, Édouard Philippe, est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron en France ce lundi 15 mai. L'élu de droite aura donc la lourde tâche d'apporter une majorité au président de la République lors des prochaines législatives. Qui est donc Édouard Philippe? Voici le portrait de l'homme désormais Premier ministre en France. Octobre 2010, Antoine Ruffnac démissionne et confie les clés de la mairie à son jeune adjoint. Édouard Philippe a alors 40 ans et les Havrais découvrent le visage de leur nouveau maire. C'est un vrai plaisir de rencontrer tout le monde, d'abord pour me présenter, parce qu'il y en a évidemment beaucoup qui ne me connaissent pas, et puis aussi pour dire que j'apprécie ce qu'ils font et pour donner un petit peu quelques directions sur ce qu'on va faire à l'avenir. Un homme au parcours scolaire exemplaire, Sciences Po, puis l'ENA en 95 où il montre déjà les signes d'une conscience politique. Quand les élites renonçaient à leurs responsabilités, quand elles démissionnaient, un grand pays comme la France pouvait s'écraser, pouvait s'effondrer. Avocat, il fait ses premiers pas en politique au Havre en 2001, se lance dans les législatives en 2002 et affiche déjà une détermination et un avis bien tranché. Les électeurs ont exprimé un vote. Moi, je ne suis pas d'accord avec le choix qu'ils font. Il faut leur expliquer que les solutions que je propose sont les bonnes. Un caractère qui va taper dans l'œil d'Alain Juppé. Il l'engage comme secrétaire général de l'UMP. Il y apprendra les rouages de l'appareil politique, une expérience qu'il met à profit au Havre dans sa mairie où il impose son style décontracté. Partout où je travaille, je mets de la musique. C'est comme ça. Ça m'aide à me concentrer. Donc. Amateur de boxe, auteur de polar, il engage un plan lecture, sa mesure phare et une manière très habile de séduire l'électorat de gauche. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Édouard Philippe. En 2014, il mène la campagne des municipales tambour battant, très bon orateur. Il se révèle aussi fin stratège. Tout ce qui consiste à attirer des électeurs qui ne viendraient pas spontanément sur vous, vous le faites en amont. Et plus vous vous rapprochez de l'élection, plus vous essayez d'aller mobiliser les gens qui ont vocation à voter pour vous. Vous savez, c'est comme à la boxe où on passe
pied droit, pied gauche. Merci à vous. Une politique de centre droit qui séduit les électeurs puisqu'il est réélu dès le premier tour. Homme de réseau et juppéiste de la première heure, il est le porte-parole du candidat aux primaires de la droite. Après la défaite de son mentor, il confiait vouloir se consacrer entièrement à sa ville. Le président Macron en a décidé autrement. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le 13 de ce mardi 16 mai 2017. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit et bonne suite de journée à tout un chacun en compagnie des programmes de la télévision nationale.